Et si l'économie sauvait l'écologie? Notre émission est de retour. Bonjour Laurent. Bonjour François. Alors effectivement, nous avons pour ambition dans ce magazine de traiter d'un certain nombre de sujets qui concernent à la fois l'écologie et l'économie. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur de ces enjeux avec le sujet des PFAS, du vote de la loi PFAS à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'on traite ce sujet, François ? On s'attaque à un gros sujet médiatique, politique et économique. Et c'est pour ça qu'on a eu envie d'y revenir pour essayer de démêler le vrai du faux et en s'appuyant sur la science. Voici notre sommaire en images. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Le 20 février dernier, les PFAS, ces molécules qu'on appelle les polluants éternels, ont fait l'objet d'un vote des députés interdisant leur utilisation dans plusieurs secteurs industriels comme le textile et les cosmétiques. Pour 231 contre 51, la proposition de loi est adoptée. C'est un succès pour le groupe écologiste et social de l'Assemblée nationale et le rapporteur de cette loi, Nicolas Thierry. Mais selon lui, c'est la victoire d'une vaste coalition. Les scientifiques, des syndicats et des ONG assez larges qui allaient de Génération Future à la Ligue contre le cancer, c'est vraiment la victoire d'une coalition. Et pour cette coalition, ce n'est qu'une première étape. Il faudrait aller encore plus loin et interdire les PFAS dans les autres domaines industriels. On aurait aimé que ne soient pas exclus de la loi les casseroles et les poêles, qui sont quand même au cœur du sujet, donc on va se battre encore pour ça. Mais alors, est-ce que cette loi va dans le bon sens ? Elle permet bien sûr d'éliminer des substances dangereuses pour la santé et polluantes pour l'environnement. Mais le hic, c'est que les députés amalgament tous les PFAS, il faudrait donc les interdire tous. Car selon eux et les activistes des ONG écolos comme Camille Etienne, il y aurait un consensus. Il suffit de regarder, c'est extrêmement simple, il y a un consensus scientifique sur le sujet qui est écrasant. Mais nous avons mené l'enquête et nous sommes en mesure de vous révéler qu'il y a pourtant de très nombreux PFAS qui ne sont pas dangereux, et donc c'est inutile de les interdire. C'est un chercheur du CNRS qui nous l'affirme. Il existe deux grandes familles de PFAS. Les PFAS de faible masse, eh bien eux sont toxiques, et les produits présentant des masses molaires très élevées, ce sont des produits qui sont non toxiques, que le corps accepte. Les députés qui ont largement voté pour la loi et les citoyens qui se sont mobilisés auraient-ils été mal informés lors d'émissions de télé où toute défense des PFAS était marginalisée ? C'est une molécule grosse, lourde, inerte et non bioassimilable. Ça, alors on a entendu, ça fait partie de vos éléments de langage. Les journalistes ont-ils vraiment enquêté sur les arguments des écologistes et ont-ils écouté les scientifiques ? J'ai eu France 2, mais hélas, ils n'ont pas passé ils n'ont pas passé la vidéo parce que le journal, ce jour-là, devait être réduit et je ne suis pas passé à l'antenne. Et est-ce que les poêles Tefal doivent vraiment être interdites ? Les PFAS dans les ustensiles de cuisine, par principe de précaution, il faut les enlever, il faut les interdire. Révélation sur les manipulations d'une coalition qui se sert de l'écologie pour attaquer les industriels français. Avec nous aujourd'hui pour aller au fond de ce sujet, Géraldine Wössner, rédactrice en chef au Point. Bonjour. J'ai envie de dire un peu spécialiste dans la presse de ce sujet PFAS. Pourquoi s'être intéressée à ce sujet ? Pour les mêmes raisons que vous, je pense, et d'ailleurs un peu sur le tard, je voyais que c'était un sujet qui monte, mais il est extrêmement complexe. Donc moi j'ai tourné autour du sujet des PFAS pendant plusieurs mois. Je n'arrivais pas encore à écrire, c'est un sujet qui est très complexe à comprendre. On parle quand même de 14 000 au minimum molécules différentes. J'ai eu du mal à identifier aussi les spécialistes qui pouvaient s'y intéresser. Et puis j'ai été un petit peu rattrapée par mes confrères qui ont commencé à sortir des enquêtes vraiment extrêmement alarmistes. Et quand on entend Camille Etienne, qu'on entend aussi dans les reportages différents qu'on a vus, expliquer que c'est très simple et qu'il y a un consensus écrasant, généralement un journaliste digne de ce nom, il se dit « ouais, je vais peut-être aller gratter quand même ». On va y revenir parce que c'est un sujet qui est monté médiatiquement avant de devenir un sujet politique. Et Laurent, vous êtes allé à l'Assemblée nationale où il y avait ce débat autour d'une proposition de loi d'un député écologiste, Nicolas Thierry, pour interdire les PFAS. Nicolas Thierry a fait un aveu assez étonnant sur une coalition. Alors moi j'étais stupéfait parce qu'effectivement il nous a dit ce n'est pas ma victoire personnelle, c'est la victoire de toute une coalition. Et là il a cité des tas d'organisations, ça va jusqu'à des journalistes. Je vous propose de regarder ce reportage à l'Assemblée nationale. C'est tous 3 ans de ma vie au quotidien où j'ai fait que ça. Et
Oui, indéniablement, j'ai gagné un combat, mais c'est encore une fois, je le redis, c'est pas que le combat de Nicolas Thierry, c'est un gros boulot collectif qui a été fait, et en effet, c'est une grande satisfaction. Un gros boulot collectif, il ne s'en cache pas, c'est une coalition qui l'a emporté. Et elle n'est pas uniquement composée de partis politiques. Évidemment, Europe Écologie Les Verts a participé, mais c'est surtout, par exemple, la CGT qui est venue, qui était concernée à Tefal, qui était ses adhérents, étaient des ouvriers, étaient concernés. Génération Future, qui a des toxicologues et qui fait justement, qui sont des lanceurs d'alerte, sont venus nous aider. La Ligue contre le cancer, qui est tout de suite venue aussi parce qu'il y a un lien direct entre les pollutions et ces substances-là. Notre affaire à tous, en effet, qui est à Lyon, qui travaille sur un aspect très juridique. Il y a des journalistes d'investigation également qui nous ont dit, bon, nous on fait notre boulot de journaliste, mais on a un certain nombre de données sur lesquelles on a travaillé depuis des années, sur lesquelles vous pouvez accéder. Donc vous voyez, c'est ça la coalition. Et c'est ça qui a fait, au final, on y est arrivé. Je vais vous dire, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette coalition, j'aurais jamais eu le rapport de force que j'ai eu dans l'hémicycle aujourd'hui. C'est ça qui a permis que ça monte dans la société, ça monte dans le débat public. Moi, j'ai appris dans ce reportage qu'un député aujourd'hui n'a aucun toit s'il n'a pas les journalistes de son côté. En général, quand on parle de coalition, on parle de coalition politique. Difficile d'ailleurs souvent d'en avoir. Parfois, on parle de coalition militaire pour mener la guerre. Là, c'est assez étonnant, cette coalition, de parler de coalition pour arriver au vote d'une loi. C'est un petit peu... Alors, c'est exact et à la fois et inexact. En réalité, il n'y a pas de coalition, c'est une coalition de circonstances qui se montent après coup. Au départ, c'est l'ONG Génération Future qui lance la campagne, enfin qui la reprend en 2019 et qui va chercher des alliés pour porter cette campagne pour l'interdiction de l'intégralité de l'ensemble des PFAS, donc de ces un peu plus de 14 000 molécules. Et effectivement, elle va se trouver des alliés. On entend par exemple citer la CGT sur le site Tefal. C'est intéressant parce que le site Tefal de Rumilly, il y a eu un problème avec la CGT, dont les délégués du personnel CGT ont été convaincus de détournement de fonds, et c'était le syndicat concurrent FO qui les avait dénoncés, etc. Depuis, il y a une ambiance un petit peu rêche entre les syndicats. Ça vous explique l'alliance. D'ailleurs, on le verra plus tard dans le site de complément d'enquête. C'est un ancien salarié CGT qui va servir de lanceur d'alerte. Oui, c'est un peu abusif de laisser entendre que le syndicat au niveau national, CGT, serait membre de cette coalition. Elle rentre dans ce combat, mais c'est pas du tout unanime. Ça crée des frictions dans les différentes fédérations. Ça scandalise plusieurs syndicats concurrents. Enfin voilà, il y a une histoire de concurrence syndicale qui n'a rien à voir finalement ni avec l'environnement ni avec la santé. Ensuite, cette coalition s'étend effectivement à des journalistes qui vont apporter leur concours à la cause en montant des reportages qui vont dans le sens souhaité pour une interdiction. Alors non seulement ils ont monté des reportages, des journalistes, mais ils auraient apparemment fourni des informations. Et c'est là où on peut se demander si c'est le rôle d'un journaliste de fournir des informations aux députés. Servir une cause finalement, d'être militant, plus que dans son rôle de fournir de l'information. Je ne sais pas à quoi ils font référence. Je ne vois pas quelles informations... On y reviendra parce que Laurent a mené l'enquête aussi sur cet aspect. Mais il y a une figure de proue dans cette coalition que l'on a déjà vue dans les reportages de Laurent, c'est Camille Etienne. Laurent, très active le jour même du vote de la loi, presque comme si elle était une députée. Alors, c'est ça qui était assez étonnant. Quand je me suis rendu à l'Assemblée nationale, je m'attendais évidemment à ce que les élus Europe Écologie Les Verts fassent une sorte de conférence de presse à la salle des 4 colonnes pour savourer leur victoire et partager leurs émotions aux journalistes qui étaient présents, ce qui a été le cas. Donc ça, c'était pas du tout une surprise. Ce qui était en revanche étonnant, c'est que Camille Etienne s'est mêlée à la fête. Je vous propose de l'entendre. J'ai réussi à l'interviewer avant que les huissiers mettent un terme à notre entretien. Ah bah là, c'est plein de choses différentes comme toute association. On a essayé de à la fois alerter sur le sujet beaucoup. Donc on a fait un documentaire. On a utilisé les médias traditionnels, les réseaux sociaux pour toucher un public plus jeune. Donc on a fait de la pédagogie beaucoup en lien avec vraiment des associations de terrain, en lien avec des journalistes d'investigation. Vos adversaires ils disent que vous n'avez pas vraiment d'argument scientifique pour interdire tous les PFAS. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de regarder, c'est extrêmement simple, il y a un consensus scientifique sur le sujet qui est écrasant. Selon elle, la science aurait tranché, tous les PFAS seraient à interdire car ils sont dangereux. Il faut interdire la famille des polluants éternels. En fait, c'est le principe même de la persistance de ces molécules qui fait qu'elles sont dangereuses pour la santé. Après Nicolas Thierry, Camille Etienne confirme que des journalistes d'investigation ont fait partie de sa coalition. Parmi leurs cibles, les poils Tefal. Les poils, c'est devenu un objet
symbolique, pour le coup, médiatique, de la lutte contre les polluants internels, pour des très bonnes raisons, parce que le lobbying de Tefal a été extrêmement grand, et ça a été documenté notamment par vos confrères du Monde et de compléments d'enquête. Maintenant, c'est une loi qui a un début, ça c'est évident, c'est un début, mais c'est un grand début. On fait partie des pays les plus ambitieux au monde sur le sujet. Vous ne devez pas filmer ici, vous n'êtes pas député. Camille Etienne n'est pas députée, un huissier la rappelle au respect du règlement. À l'Assemblée nationale, seuls les parlementaires peuvent répondre à des interviews. L'entretien s'arrête, mais il nous a permis de comprendre que la coalition anti-PFAS a utilisé des médias complices pour répandre ces messages et que des journalistes d'investigation faisaient partie de leur équipe. Alors, est-ce qu'on peut conforter en quelque sorte ces propos de Camille Etienne et de Nicolas Thierry sur le fait que dans la coalition anti-PFAS, il y a des journalistes donc presque plus militants qu'autre chose? Laurent, est-ce que vous avez trouvé un certain nombre d'articles ou de reportages qui montreraient qu'on pouvait être parfois plus dans le militantisme que dans l'information? Alors, Camille Etienne fait référence au reportage de complément d'enquête diffusé sur France 2. C'est vrai qu'il exprime un point de vue qui est quand même très à charge contre les PFAS qu'utilise Tefal. Il y a peu de nuances et peu d'envie de la part de l'émission d'entendre les arguments de l'industriel concerné. Ça ressemble à quelque chose qui est quand même assez à charge. Alors peut-être que nos confrères de France Télévisions voudront nous apporter des informations ou démentir ce que je suis en train de vous dire, mais moi j'ai eu le sentiment que c'était assez à charge. Et quand je lis Le Monde, puisque c'est l'autre média que Camille Etienne a cité, assez souvent, j'ai l'impression que c'est une vérité établie, que les PFAS sont tous dangereux et que c'est une nécessité absolue de pouvoir tous les éradiquer. On a vu quand même dans l'interview de complément d'enquête du patron de Tefal par Tristan Valex, le fait que dès que le patron de Tefal amène des arguments scientifiques, on lui renvoie que ce serait juste des éléments de langage. C'est quand même un problème ça, que quand un dirigeant d'entreprise amène des éléments scientifiques, on essaye de le décrédibiliser aux yeux du téléspectateur. Oui, mais en fait, c'est des reportages qui sont montés. En fait, les informations sont essentiellement apportées par les ONG et on construit un reportage pour les conforter. Donc, on va sortir un lanceur d'alerte qui a quitté une entreprise depuis 20 ans, qui était l'un des responsables de ce détournement de fonds, mais on ne va pas le dire aux téléspectateurs d'où il s'exprime. On va citer des relevés faits dans la population. Moi, j'ai essayé de vérifier. Donc, quand j'ai appelé la personne qui produisait ces relevés dans le documentaire, elle n'a pas su me dire quelles étaient les valeurs, quel était le laboratoire qui l'avait fait, quelles étaient les dates. Enfin, c'est très flou, donc on ne sait pas la valeur scientifique de ces relevés. On va vous présenter des documents comme étant confidentiels et mystérieux, mais on va les demander à un organisme qui n'est pas du tout concerné par les PFAS. On ne va jamais contacter, par exemple, les agences sanitaires. Est-ce que tout est fait finalement pour plutôt faire peur et attirer l'attention du téléspectateur? C'est fait pour faire peur et en fait, c'est jeter le doute. On va jeter le doute. Par exemple, on va demander à l'OFCE s'il a bien fait des études sur les PFAS. Évidemment, l'OFCE n'en a pas fait. Ce n'est pas son travail. Ça veut dire Office français des conjonctures économiques. Donc voilà. C'est un office économique. Par contre, on ne va pas demander les études qu'elles ont faites à l'autorité européenne sanitaire, ni à l'autorité européenne des produits chimiques, qui, elle, aurait pu produire toutes les informations nécessaires pour faire un reportage d'information. Donc cette information, on ne l'a pas et on a la suspicion d'un complot et de dissimulation. La suspicion que les PFAS sont dangereux, en tout cas ceux qu'utiliserait Tefal pour la fabrication de ses poêles, on l'a tout au long de la partie reportage du complément d'enquête, mais on l'a aussi sur le plateau, lorsque le directeur général du groupe SEB, Stanislas de Gramont, est interviewé sur les fameux fauteuils rouges de l'émission par le présentateur Tristan Valex. Et là, on a fait un petit montage que je vous propose de regarder, qui montre à quel point, à chaque fois, le dirigeant du groupe SEB s'exprime, sa parole est mise en doute ou marginalisée. On lui fait comprendre que c'est pas si simple en tout cas. C'est ce qu'on fait comprendre aux téléspectateurs. Je vous propose de regarder cet extrait. Tefal maîtrise ses rejets d'environnement. On va voir ces différents points parce que c'est parfois un petit peu plus compliqué que cela. Je cherche pas de méchant du tout, je dis juste... Le présentateur de l'émission le corrige. Et c'est comme ça à chaque affirmation du directeur général de SEB, notamment lorsqu'il tente d'expliquer que la molécule de PTFE ne peut pas rentrer dans la cellule humaine. C'est une molécule grosse, lourde, inerte. Ça fait partie de vos éléments de langage.
Tristan Valex a manifestement en tête que tous les PFAS sont à mettre dans le même sac. Pourquoi le même PFAS serait moins dangereux dans une casserole que dans des fartes de ski ou dans des vêtements? Parce que ce ne sont pas les mêmes PFAS. Et même quand le patron de SEB cite le rapport de l'Agence sanitaire européenne, cela n'a apparemment qu'une valeur relative pour le présentateur de compléments d'enquête. L'Autorité européenne de la sécurité alimentaire précise qu'un polymère fluoré de poids moléculaire élevé ne pose pas de risque en cas d'ingestion. On va étudier vos documents, on manie tout cela avec un peu de prudence. Au final, le point de vue de Tefal, qui est conforme aux explications du chercheur du CNRS, spécialiste des PFAS, Bruno Améduri, ne suscite que de la contestation de la part de l'émission de France 2. C'est extraordinaire. C'est à montrer dans toutes les bonnes écoles de journalisme. Ah oui, c'est extraordinaire comme extrait. C'est extraordinaire parce qu'on voit que le journaliste ne comprend pas le sujet. On lui apporte une parole scientifique validée qui fait consensus. Et comme il le découvre, on voit bien que la masse molaire... on voit pas de quoi on parle. Enfin, c'est assez sidérant. Moi, je ne comprends pas qu'ils puissent contester la position de l'EFSA en disant oui, ça, on va vérifier. L'EFSA, c'est l'autorité européenne de sécurité sanitaire. Et donc, ce sont des éléments de langage. Là, je crois qu'il y a une espèce d'abus de langage. Et alors, Laurent, les écologistes, Nicolas Thierry, Camille Etienne et les autres, ils disent, mais les scientifiques disent que c'est dangereux. Alors quels scientifiques ont dit que les PFAS posaient des problèmes pour l'environnement et la santé humaine? Effectivement, si on regarde et on écoute toutes les interviews des principaux protagonistes dont on parle, ce sont des gens qui disent « la science est avec nous, les arguments scientifiques sont de notre côté ». Camille Etienne nous dit même que c'est absolument flagrant, que c'est une évidence que la science est de leur côté et qu'on ne peut pas remettre ça en cause. Donc en fait, je ne vais pas dire qu'elle a raison, mais comme elle est invitée partout et qu'elle est un peu omniprésente et qu'elle fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, c'est vrai que sa parole commence à porter. Et je vous propose de regarder un petit peu l'impact qu'elle a dans les médias. Camille Etienne et Gabriel Zuckman sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Elle est une figure montante, importante du combat écologique, activiste sur les questions climatiques, étudiante à Oxford. Alors, exercice de pédagogie, PFAS, qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on en trouve ? Alors les PFAS, c'est considéré par les experts qui travaillent sur le sujet comme la plus grande contamination chimique auquel l'humanité est confrontée. On parle de cancer, on parle de maladies hormonales, on parle de problèmes de développement dans le cerveau des enfants, on parle d'endométriose, on parle de maladies d'Alzheimer. Je me suis fait tester, j'ai regardé dans mon sang, j'ai la présence de nombreux polluants éternels, dont le PFOA, qui est classé cancérigène certain par l'Organisation mondiale du cancer. Camille Etienne est régulièrement invitée à s'exprimer sur France Inter. Elle réalise également des documentaires, avec souvent la même recette, faire peur, plutôt que de convaincre avec des arguments scientifiques. Vous êtes toutes et tous contaminés. Oula, ok. Alors c'est assez efficace, nous sommes tous contaminés, la petite musique anxiogène qui va derrière. C'est vrai que quand on regarde cette vidéo, on est un peu scotché et on se dit il se passe un drame. Et je pense que dans les médias, on a été un petit peu convaincus par ce discours qui a triomphé. Finalement, c'est un peu une influenceuse de l'écologie, comme il y a des influenceurs, des influenceuses sur d'autres sujets. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a toujours un peu de vrai dans ces discours. Ce qui est dommage, c'est la globalisation. Oui, il y a des PFAS qui sont extrêmement problématiques. Elle a cité le PFOA, qui est cancérigène certain. Oui, sauf qu'il a été interdit. Il a été interdit en 2020. Donc, il en reste encore des traces et c'est un sujet qu'il faut régler. Mais il a été interdit, d'autres l'ont été. Et en réalité, en ce moment même, la Commission européenne est en train de faire un énorme travail de référencement, de qualification scientifique, toxicologique de tous ces PFAS. Il doit s'achever prochainement. Mais c'est vrai que c'est un travail long, mais c'est le temps de la science. Or là, on balaye tout ça, on met tout dans le même sac, pour faire peur et pour imposer finalement une interdiction qui n'est pas basée sur un rapport bénéfice-risque et qui n'est pas basée sur la science. C'est dangereux parce qu'il y a ce discours qui est extrêmement radical, globalisant et caricatural, et tous ceux qui en face voudront apporter un peu de nuance seront traités, comme on l'entend le faire Tristan Valex, comme des suppôts des lobbies, des éléments de langage, des gens pas fiables. Voilà, on polarise. Alors qu'en réalité, c'est un sujet complexe, grave, important. Ce qui est étonnant, c'est que
qu'il n'y ait pas eu à un seul instant, là, sur le plateau de France Inter, quelqu'un qui lui dise « mais vous êtes sûr de ce que vous dites ?» Oui, surtout qu'elle y va fort. Hein. On a l'impression que toutes les maladies qu'on pourrait attraper sont liées de près ou de loin au PFAS. Qu'on utilise quand même depuis les années 1940, hein, donc c'est pas nouveau. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait cet amalgame entre tous les PFAS et que personne, il ne se trouve jamais un journaliste pour lui dire « mais attendez, vous êtes sûr que tous les PFAS sont dangereux ?» Cette question-là, je crois qu'on ne la pose jamais à Camille Etienne. Et est-ce qu'on peut quand même, vous qui avez l'habitude des médias et de ces sujets-là, comment on peut expliquer que ce discours-là, militant, émotionnel, hein, souvent, écrase complètement et évince par ailleurs des micros, des plateaux, mais aussi des articles, le discours des scientifiques? Parce qu'il y a une grande porosité dans les médias français à ces discours très alarmistes. On a envie de ce scandale, presque inconsciemment, on le souhaite, mais on a eu exactement les mêmes discours dans un nombre innombrable de campagnes, hein, sur les traces de mercure dans le thon, on les a sur les pesticides, on les a très très régulièrement sur tout un tas d'objets que l'écologie politique veut bannir. C'est vrai qu'il y a aussi quand même une grande incompréhension. Il faut rappeler que c'est un sujet vraiment, vraiment complexe. Et face à la complexité, le journaliste, comme tout un chacun, il cherche des explications simples, binaires, faciles. Moi, je crois que les médias veulent aussi des gens qui savent vulgariser, raconter facilement les choses pour que les téléspectateurs ou les auditeurs ne décrochent pas. Et que c'est plus facile de faire de l'audience avec Camille Etienne qui s'exprime qu'avec un scientifique qui va peut-être avoir dans son vocabulaire des éléments de langage justement qui sont difficiles à appréhender pour tout un chacun. Donc en fait, je pense qu'il y a un choix éditorial peut-être de privilégier des personnes qui sont plus susceptibles de ramener de l'audience. De privilégier l'émotionnel sur le rationnel. Alors justement, nous sommes allés voir un scientifique pour pas qu'on nous fasse le reproche de travailler superficiellement sur cet enjeu des PFAS. Et surtout, on peut donner la parole à des scientifiques qui s'expriment de façon claire et compréhensible par tout un chacun. Et Laurent, vous en avez trouvé un, Bruno Améduri, au CNRS, à Montpellier. Alors, je l'ai trouvé dans un article de Géraldine Wessner, qui lui a donné la parole en premier. Et effectivement, je me suis dit que ça vaudrait le coup, sans doute, de l'interroger et qu'il puisse nous apporter sa vérité sur la dangerosité des PFAS. Et je vous propose d'écouter ce scientifique. Il existe deux grandes familles de PFAS. Les PFAS de faible masse. Donc, quand on compte par exemple l'atome de carbone, c'est 12, le fluor 19, l'oxygène 16, l'hydrogène 1. Donc, quand vous ajoutez tous ces composés-là, eh bien, on obtient une certaine masse du produit. Il faut savoir que les produits de faible masse, dont inférieurs à 1000 grammes par mol, eh bien, eux sont toxiques, bioaccumulables. Ça veut dire qu'on peut les absorber soit par inhalation, soit par ingestion. Et ils vont rester dans le sang et aimer le sang parce qu'il y a beaucoup d'oxygène. Les produits fluorés aiment beaucoup l'oxygène. Alors ça, ce sont les petites molécules qui, elles, sont dangereuses. Et là, je suis la loi absolument parce que ce sont des produits très dangereux appelés polluants éternels. Par contre, les produits présentant des masses molaires très élevées, tels que les polymères, les macromolécules, hein, les matières plastiques, qui, elles, peuvent atteindre des millions en masse molaire, ce sont des produits qui sont non toxiques. Vous savez, les stents, les prothèses cardiovasculaires, les veines artificielles, eh bien, ce sont des produits fluorés que le corps accepte. Il n'y a pas de rejet de ces produits-là et tout à fait tolérantes par l'organisme. Mais il faut savoir que pour des applications telles que l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie, je pense aux piles à combustible, je pense aux batteries lithium, on a tous dans nos téléphones une batterie ou dans nos ordinateurs. Eh bien, ces produits-là sont durables, stables, sûrs. La loi est un peu galvaudée en ce sens que il faut quand même bien distinguer ces deux familles de polymères, les faibles masses, produits dangereux, les hautes masses, matériaux extrêmement importants pour un tas d'applications. En fait, ça veut dire que les députés, ils auraient dû introduire une nuance entre les deux familles de PFAS dans la loi. C'est ça, en fait, ce que vous expliquez. Ah bien sûr, absolument. Il faut que l'écologie s'appuie sur la science. On ne fait pas assez parler les chercheurs.
Il parle de différentes molécules, il distingue bien les grosses et les petites, on peut dire en quelque sorte, mais derrière ces molécules, il y a des produits de grande consommation que l'on retrouve dans les magasins, sur plein d'applications, il en a cité quelques-unes, y compris médicales. Est-ce que la loi, justement, elle n'a pas essayé de balayer tout un tas de produits de grande consommation en dehors de ces considérations scientifiques? Oui, mais parce que les politiques, et vous êtes bien placé pour le savoir, souvent veulent répondre à l'urgence d'une émotion portée dans l'opinion publique. C'est pas que la loi, c'est que le gouvernement a lancé un plan de lutte contre les PFAS qui ne mentionne absolument pas cette réalité physique. Quand on parlait des poils Tefal, elles comprennent du PTFE qui est une grosse molécule de plusieurs millions de grammes par mol. On n'arrive pas à rentrer dans cette complexité. Or, on le doit. Et c'est vrai qu'il y a des éléments de durabilité. Par exemple, la loi va interdire les PFAS dans les textiles, très bien. Il y a un effet pervers potentiel, c'est que j'ai parlé à un autre groupe du CNRS qui travaille à Strasbourg et qui travaillent à chercher justement des alternatives à ces PFAS problématiques. Et ils m'expliquent, bon, on sait très bien dans les textiles remplacer les PFAS qui protègent de l'eau, mais des graisses, non. Donc la conséquence, c'est que dans des restaurants, quand il n'y aura plus ces PFAS, dès qu'il y aura une trace de graisse, ça ne partira plus au lavage. Donc vous devrez les remplacer tous les 2-3 lavages, sinon ce sera ça. Il faut au minimum étudier les impacts et faire simplement une balance bénéfice-risque. C'est justement un bon enchaînement avec ce que nous a dit juste après Bruno Améduri, le chercheur du CNRS, où il nous explique que finalement, il y aurait quelques vertus, même sur le plan écologique, à conserver un certain nombre de PFAS. Donc je parlais de fibre optique, je parlais d'aérospatial, je parlais d'automobile, de matériaux pour l'énergie. Vous savez aussi les éoliennes. Les éoliennes tournent facilement parce que le lubrifiant est à base de polymère fluoré et est très stable. Là aussi, la durabilité est importante. Vous comprenez? On ne peut pas avoir des matériaux qui, au bout de 2 ans, sont tout à fait inadéquats. Vous savez, par exemple, un joint d'étanchéité pour une voiture. Imaginez qu'on trouve un substitut qui ne soit pas stable aux essences ou aux huiles. Imaginez qu'on doive changer ce joint tous les ans parce qu'il n'est pas stable. Donc on va démonter un moteur, on va remplacer le joint et on va replacer un moteur. Donc il y a un coût, bien sûr. La main-d'œuvre, tant mieux pour le garagiste, mais tant pis pour le contribuable. Eh bien, si le joint, bien sûr plus cher, de meilleure qualité, devra être changé tous les 10 ans ou 20 ans, eh bien, on aura un gain quand même économique là-dessus. Donc, c'est cette durabilité sur laquelle j'insiste aussi. Vous êtes en train de nous expliquer que finalement, les PFAS sont des outils pour lutter contre l'obsolescence. Parce que, et finalement, ça a une vertu écologique, puisqu'on ne va pas être amené à remplacer très régulièrement des tas de composants ou de petits matériels qui s'abîmeraient beaucoup plus vite à l'usage. C'est ça? C'est exactement cela. Donc là, c'est les PFAS qui pourraient avoir des vertus écologiques dans certains domaines. Et c'est là qu'on voit bien la très mauvaise idée de vouloir tout mélanger et de vouloir tout interdire, d'avoir un mot d'ordre qui est de tout interdire. Parce qu'on a vu plusieurs députés, on a vu Camille Etienne dire cette loi adoptée récemment, ce n'est qu'une étape. L'étape d'après, c'est d'interdire les PFAS dans les poils Tefal et c'est d'interdire tous les PFAS. Il faudrait d'ailleurs demander à Nicolas Thierry, député écologiste de Gironde, s'il est aussi pour les interdire dans les éoliennes. Parce que là, c'est vrai que les Verts sont en général des grands promoteurs de l'énergie éolienne. C'est le problème de négliger toujours la science dans ce type de débats qui sont des débats complexes. Là, on n'en a pas parlé, mais des PFAS, c'est un précurseur dans énormément de médicaments. 5 à 10% des médicaments contiennent des PFAS et notamment 40% des nouvelles molécules des médicaments les plus avancés. Bon, mettons qu'on en interdise la production en Europe. Je pense que dans certains anticancéreux, on va continuer à en prendre. Donc la production va être simplement se déporter. On ne les produira plus en France, ni en Europe d'ailleurs. Il ne reste plus qu'une usine en Europe qui en fait aujourd'hui. On les produira en Chine ou en Inde, qui seront d'ailleurs pas des molécules qui sont surveillées et contrôlées comme elles le sont chez nous. Donc je ne suis même pas certaine qu'il y ait un gain environnemental, si vous voulez. L'idée, c'était, avec le chercheur du CNRS, d'avoir une explication claire sur la dangerosité ou non de tous les PFAS. Au fil de la discussion, je me rendais compte que ce serait une catastrophe si on interdisait tous les PFAS. Je vous montre une éprouvette de PFA ou alors un joint en PTFE, ces produits-là sont totalement insolubles dans l'eau. Et de ce fait, on ne peut pas les retrouver dans les océans. Ce que vous venez de nous montrer, là, le joint en PTFE, ça, c'est pas dangereux pour l'homme. On est d'accord?
Ça, ce joint de PTFE, en fait, il y en a un autre ici, ce sont des composés qui ne sont pas dangereux. On pourrait en manger et l'excréter ensuite. Il ne va pas passer dans le corps, il ne va pas être métabolisé en petites molécules. Je suis en train de comprendre avec ce que vous nous dites que si on décidait demain d'interdire en France, dans tous les secteurs, tous les PFAS, dans toutes les productions industrielles, ça serait un désastre quand même. Ce serait catastrophique. Pensez à l'aéronautique. Vous savez, juste un exemple, les câbles que l'on ne voit pas dans les avions. Eh bien, il faut savoir que par personne, il y a 1 kilomètre de câbles revêtus Téflon, revêtus PTFE. Pourquoi? Parce que le PTFE, en fait, ne brûle pas ou brûle très très mal. Donc, en cas de feu, c'est un matériau qui s'éteindra presque de par lui-même. Donc, on a encore une preuve comme quoi ces matériaux sont très très importants et sûrs aussi. La sécurité, c'est important. Quand je prends un avion, je veux être sûr d'arriver à bon port avec des matériaux fiables, des matériaux sûrs. Ce que dit Bruno Améduri, finalement, c'est qu'il y a de nombreux usages, que ce serait vraiment catastrophique de tout mélanger et de tout interdire, qu'il faut, par la science, séparer, on va dire, le bon grain de livret, les bons et les mauvais PFAS, et puis aussi qu'il y a des usages qui sont très utiles à la société, au fonctionnement de l'économie. Donc il y a des usages, des objets pour tout un chacun, y compris des médicaments, y compris des objets de santé, mais aussi des entreprises. Mais c'est pour ça que cette revue qu'est en train de faire l'Europe est très importante, parce qu'il faut regarder dans le détail toutes les applications, étudier les molécules pour comprendre quelle peut être leur dangerosité éventuellement faire un rapport bénéfice-risque, parce que notamment dans l'industrie du médicament, je reste convaincue que même des PFAS dangereux, on les conservera parce que certains médicaments apporteront plus de bénéfices que de risques, et donc il faut toujours faire cette balance. Moi j'ai envie de dire qu'il faut qu'on prenne en compte l'économie aussi dans ce débat, parce que justement, pour l'instant, tel que le débat est présenté, notamment tel qu'il a été présenté à l'Assemblée nationale par Nicolas Thierry, l'économie n'est clairement pas un enjeu. À partir du moment où on a fait peur aux gens et qu'on est dans une logique de il y a un problème de santé, on veut nous faire croire que peu importe l'économie en fait. Dans la loi, il y a le sujet du textile qui est évoqué. Laurent, vous avez interrogé le président de l'Union des industries textiles, parce que les Français ne le savent peut-être pas, mais il y a encore en France des industries textiles, il y a encore des entreprises, des usines qui fabriquent des fibres pour le textile ou qui fabriquent du textile. Que dit Olivier Ducatillon, le président de l'Union des industries textiles? Alors, ce qu'il nous dit, c'est assez intéressant, c'est que ça apparemment, les députés n'y avaient peut-être pas pensé, c'est qu'ils ne travaillent pas pour écouler leur production dans le textile à horizon 3 mois ou 6 mois. Ils travaillent sur des collections qui sortiront 2 ans plus tard. Ce qui veut dire que là, ils vont se retrouver avec des stocks innombrables qu'ils ne pourront pas écouler. Je vous propose de l'écouter. Alors, le problème des stocks, je vous donne un exemple. Une marque va créer un vêtement, on va dire une doudoune pour le ski, pour l'hiver, où il y a des traitements avec des PFAS pour protéger du froid et pour que ça soit aussi antidéperlant. Ces genres de produits peuvent parfois être conçus 2 ans avant. Ce qui veut dire que là, vous avez déjà des commandes qui ont été passées, des tissus qui ont été produits, qui ont été traités et qui sont en stock, prêts à être confectionnés par le client, mais qui ne seront peut-être pas sur le marché avant fin de cette année ou début d'année prochaine. Le problème, c'est que si on respecte là, si on suit la loi telle qu'elle est là, ça veut dire que tous les gens qui ont démarré leur process de production pour ces tissus, qui vont envoyer à leurs clients pourraient leur dire « Ah ben non, désolé, on ne va pas pouvoir vous les prendre parce qu'on ne pourra pas commercialiser nos produits ». C'est un risque majeur parce qu'il y aurait bon nombre d'entreprises, on parle de milliers d'emplois, on parle de milliers de salariés dans de nombreuses entreprises qui sont concernées par ce type de produit. Ce qui vient d'autant plus faire grandir ce risque, c'est que la temporalité européenne est différente. Donc vous allez vous retrouver dans des situations complètement ubuesques où la France, les entreprises françaises ne pourraient plus rien faire de ces stocks, plus toucher, plus importer, plus exporter, plus commercialiser. En revanche, si vous êtes en Belgique, en Italie, en Espagne, là vous pourrez continuer à le faire. Donc là, il faut qu'on arrête de se tirer des balles dans le pied et il faut qu'on arrête de s'appliquer à nous des règles qu'on ne va pas appliquer aux autres. Nous, ce qu'on demande clairement, c'est qu'il faut éviter qu'une entreprise française soit obligée d'aller mettre un entrepôt en Belgique ou en Italie pour pouvoir écouler ses produits. Ça serait quand même aberrant qu'on en arrive là. Donc c'est du bon sens de dire on aligne sur la temporalité européenne, qui est 2028. Si vous avez plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros de stock en France et qu'on vous dit du jour au lendemain, votre stock il vaut 0,
ben, ça veut dire que si vous faites un write-off sur vos stocks, votre entreprise, elle est morte. On ne peut pas se permettre de mettre toutes ces entreprises en péril, d'autant plus, encore une fois, qu'on serait traité de manière déloyale par rapport à d'autres pays européens et bien sûr à d'autres pays asiatiques. Ce qui est frappant avec ce sujet, c'est que finalement on retrouve quelque chose souvent avec l'écologie, c'est l'ignorance totale de l'impact sur l'économie française et disons-le sur le Made in France. Alors que pourtant on pourrait dire le produire local est aussi quelque chose que portent ou que soutiennent en théorie les écologistes, la gauche, enfin beaucoup de politiques. Non mais vous les verrez dans 2 ans aller pleurer sur le site d'usines qui sont en train de fermer, on l'a déjà vu, c'est assez frappant. C'est pour ça d'ailleurs que le soutien de la CGT à cette coalition cause énormément de remous dans le monde syndical parce que bien sûr que les entreprises savent que ça aura des conséquences potentiellement lourdes. Il y a déjà un cas dans l'Oise, je crois, d'une usine. Oui, d'une usine de produits chimiques va fermer suite au vote de la loi. Ben voilà, c'est quoi 60-65 salariés qui sont concernés. Il y a aussi une grande hypocrisie à penser que voilà, on va être vertueux ici au nom de l'environnement, alors qu'en réalité, ces produits vont continuer d'être fabriqués. Ils seront juste fabriqués ailleurs, dans des conditions qui seront souvent pires, notamment sur le textile. C'est vrai que le textile, il n'y en a plus beaucoup en France. Je crois que c'est plus de 95% de ce qu'on porte sur nous est importé notamment de Chine, du Bangladesh. Donc là, il y a 2 options. Soit on dit aux Français modestes, non, vous ne pouvez plus vous habiller chez Decathlon ou chez autres parce que votre imperméable ne pourra plus avoir de PFAS, il faudra vous le payer 3 fois le prix. Soit, et c'est probablement ce qui va se passer, on va fermer les yeux, personne ne sera capable d'aller ouvrir les millions de colis livrés chaque jour par Amazon pour vérifier qu'il n'y a pas de PFAS, parce que la loi porte une interdiction de production mais aussi d'importation. En fait, c'est une loi symbole. Et quand on en parle aux députés qui l'ont votée, en fait, ils s'en moquent. Ils vous répondent avec des slogans « Ah oui, mais le cancer explose partout et c'est à cause des PFAS ». Enfin, on a perdu pied avec toute réalité. Et demain, ils viendront se lamenter des conséquences de ces lois mal fichues. On a également perdu pied avec une règle, je peux en parler ayant été député 15 ans, une règle que le Parlement s'était lui-même donnée il y a quelques années, qui était d'avoir toujours une étude d'impact avant de voter un projet de loi. Alors c'est valable pour les projets de loi du gouvernement, mais ça n'est pas valable pour les propositions de loi des groupes parlementaires. Et là, manifestement, il n'y a eu aucune étude d'impact du vote de ces dispositions sur l'économie française, sur les entreprises françaises. Quand on en parle avec le gouvernement, il dit si quand même, on a vu, et comme ils le disent, on a mis des garde-fous, on pourra fixer tout ça par décret. Mais parce qu'en fait, ils ne mesurent pas le poids que ça a dans l'opinion publique et le pourquoi on en est arrivé là. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes méthodes. Vous avez une ONG militante qui sont des gens qui militent contre le capitalisme, pour la décroissance. Eux, leur rêve, c'est qu'il n'y ait plus d'usines. Donc voilà, ils vont lancer cette campagne-là. Derrière, faire une proposition de loi et on a fabriqué une émotion sociétale qui fait que la pression est si forte sur les politiques qu'ils vont se sentir obligés d'agir. Alors ils vont essayer de faire le moins de dommages possible, mais politiquement, on a fabriqué sur eux cette pression. C'est en ça qu'il y a un dévoiement de la démocratie. Moi, je voulais faire écho à ce que disait Géraldine tout à l'heure. Non seulement, effectivement, le problème de l'industrie et de l'économie française n'est pas pris en compte, mais les enjeux en termes de pouvoir d'achat ne sont pas pris en compte. Parce qu'avec un certain nombre d'industries françaises qui vont être en difficulté ou qui vont devoir trouver des solutions alternatives au PFAS, mais qui vont s'avérer être beaucoup plus onéreuses, il y aura forcément un enjeu sur le pouvoir d'achat. Et ça n'a pas été pris en compte par Nicolas Thierry et sa coalition. Pourquoi Tefal a été ciblé ? J'allais dire, Tefal est un des symboles qui est cité notamment par Camille Etienne. C'est un symbole. Tefal, ça représente 0,5% des PFAS utilisés en Europe. C'est rien du tout. Ils auraient pu faire campagne, par exemple, sur les PFAS qu'on utilise pour rendre imperméables les gobelets en carton, qui sont d'ailleurs beaucoup plus problématiques que le PTFE. Non, ils choisissent Tefal parce que tout le monde a une poêle chez soi et là, ça va vraiment bien faire fonctionner la peur. Je vous propose justement d'écouter Bruno Améderi, qui là est formel sur les poêles Tefal et qui ne présente aucun danger. Ce joint en PTFE, c'est aussi le revêtement des poêles Tefal. Donc vous êtes en train de me dire que les poêles Tefal, elles ne seraient pas dangereuses non plus? Non, les poêles Tefal, en fait, comme je disais tout à l'heure, si on prend un morceau de poêle Tefal, eh bien, on va avoir
on va l'excréter, on ne va pas le stocker dans le corps et ce morceau de PTFE ne passera pas dans le sang. C'est quand même une information, presque une révélation. Ce n'est pas légitime d'interdire la fabrication des poêles Tefal, c'est ça? Mais moi, je suis tout à fait persuadé. J'ai des poêles Tefal à mon domicile et nous en sommes très contents. Et on continuera à utiliser des poêles Tefal parce que il n'y a aucun danger. Alors, il faut dire quand même que la loi a exclu, en tout cas pour l'instant, la Oui, loi mais telle vous qu'elle a avez été entendu, votée a c'est exclu les poêles Tefal. C'est présenté dans les médias comme le résultat d'un lobbying Voilà. pernicieux et maléfique finalement d'un fabricant qui fait quelque chose de dangereux. Or, on le dit, on le redit, le PTFE qu'il y a dans les poêles Tefal n'est pas dangereux. Les gens peuvent utiliser leurs poêles en sécurité. Et on a vu Camille Etienne aller faire des vidéos pour expliquer comment acheter des poêles en céramique à plus de 400 €. Enfin, non, les gens n'ont pas les moyens Ou de des mettre poêles, 400 € dans une poêle. J'ai entendu aussi beaucoup de discours sur les poêles en inox. Bon, quiconque fait de la cuisine sait qu'en effet, on peut avoir des poêles en inox, mais que ça n'a pas les mêmes qualités. Et elles ont aussi du PTFE pour un certain nombre d'entre elles. Oui, c'est difficile de faire entendre la voix de la science quand il y a une entreprise qui est en jeu. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le débat médiatique et politique, finalement, dire il y a des emplois en jeu, il y a des entreprises qui développent des process, c'est déjà se mettre hors jeu aux yeux des écologistes, mais aussi aux yeux d'un certain nombre de médias qui vont tout de suite parler de chantage à l'emploi. On se souvient d'une députée socialiste, pourtant, qui dans le reportage disait voilà, il faut que l'écologie, la santé passe avant l'économie. On a vu qu'il n'y avait pas de sujet sur la santé. Donc justement, ça aurait dû permettre d'être très clair sur le sujet. Or, quand on dit cela, et on a vu l'interview du patron de Tefal par Tristan Valex, quand on donne ces arguments scientifiques, on est immédiatement soupçonné d'être à la solde d'intérêts économiques contre la santé et l'environnement. Mais c'est le génie de ces activistes de l'écologie politique qui sont plus préoccupés d'abattre le capitalisme que réellement de l'environnement ou de la santé des gens. Il faut quand même que les politiques soient capables aujourd'hui de reconnaître des arguments qui sont scientifiquement fallacieux. C'est d'autant plus problématique que cet alarmisme détourne des vrais problèmes de santé publique. On parle beaucoup des causes de cancer. Alors, il faut quand même rappeler que non, il n'y a pas d'explosion du nombre de cancers. Il y a certains types de cancers qui augmentent, d'autres qui baissent. Que les causes de cancer, elles sont pour l'essentiel connues. La moitié des cancers en France sont liés à en France, dans le monde, sont liés à des erreurs dans la réplication de l'ADN d'une cellule souche. Bon, 40% sont liés à des causes identifiées, tabac, alcool, obésité, alimentation, mais quand je parle alimentation, c'est un excès de viande rouge, c'est un manque de fruits et légumes, le manque de fibres, l'ultra transformé, et 6% sont des autres causes, et autres causes, vous avez quand même l'amiante qui tue encore 2 à 3 000 personnes par an, vous avez les industries des solvants, les cols, vous avez les métaux lourds, enfin voilà, quand vous allez dans un congrès de cancérologues, personne ne parle de PFAS, c'est vraiment résiduel. Donc que des politiques vous mettent ça en avant et soient désinformés au point de croire qu'effectivement on a une hécatombe sanitaire, parce qu'à entendre des activistes c'est ça, c'est non seulement faux, mais encore une fois ça détourne d'enjeux de politique publique qui sont importants et trop négligés aujourd'hui. Mais il suffit de lire les journaux, il y a un certain nombre de grands journaux qui publient des articles où on nous explique que les PFAS ont un rôle non négligeable sur la prolifération des cancers. En fait, les discours sont devenus complètement fous. Voilà, puis il faut aussi prendre conscience d'un point de vue politique. Aujourd'hui, c'est presque plus facile de dire que les cancers sont liés aux PFAS, sont liés à l'industrie chimique, sont liés à telles entreprises, plutôt que de dire que c'est lié au tabagisme, à l'alcoolisme, enfin à l'excès d'alcool et à l'obésité et à une mauvaise alimentation, parce que ça, c'est chacun d'entre nous. On ne peut pas trouver les boucs émissaires. On est en train de perdre en France la bataille contre l'obésité, et ça devrait être un sujet de préoccupation majeur pour nos politiques. Je ne dis pas que les PFAS ne doivent pas l'être, ça n'est pas vrai. Il y a un réel sujet, il est important que les politiques s'en saisissent, que les industriels s'en saisissent, et on ne va pas se mentir, oui, il faut qu'il y ait une pression pour que les industriels cherchent et peut-être trouvent des alternatives. Mais on ne devrait pas
caricaturer les débats à ce point parce qu'on ne rend pas service, encore une fois, aux causes qu'on prétend défendre. Alors, puisqu'on parle des politiques, le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale prend le relais du groupe écologiste et social. Et il va y avoir dans la prochaine niche parlementaire des Insoumis une nouvelle proposition de loi qui va, cette fois, cibler carrément les poils Tefal dont on vient de parler. Et donc, pourtant, on vient, par la voix de Bruno Amédori, de comprendre qu'elles sont inoffensives. Je vous propose d'écouter les députés à l'Assemblée nationale le jour du vote qui regrettaient que la loi n'aille pas assez loin, et Nicolas Thierry en premier, et qu'elle, pour l'instant, excluait les poils Tefal. Des ustensiles de cuisine. Pourquoi vous avez sorti du texte les ustensiles de cuisine ? Très simplement parce que j'avais pas de majorité parlementaire. Tout simplement, moi je l'ai dit dans ma discussion générale, il aurait fallu les laisser. Il n'y avait juste pas de majorité. J'ai fait avec le rapport de force politique qui était le mien. Mais les députés écologistes n'abandonnent pas ce combat. Les poils, c'est leur prochaine cible à atteindre. On aurait aimé que ne soient pas exclus de la loi les casseroles et les poêles, qui sont quand même au cœur du sujet, donc on va se battre encore pour ça. Dans les ustensiles de cuisine, par principe de précaution, il faut les enlever, il faut les interdire. On voit bien que c'est un débat sans fin pour un certain nombre de militants et un certain nombre d'élus. Non, mais là, vous avez quand même des militants dont le but est simplement de cibler une entreprise qui est florissante. Hein, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires, le groupe Tefal, l'un des derniers fabricants européens situés en France, avec ses usines en France. Bon, il faut l'abattre, c'est symbolique. Et ça, ce serait une grande victoire de cette mouvante anticapitaliste. Mais qu'on le fasse en mentant sur de fausses conséquences sanitaires, ça n'existe pas. Je trouve que c'est un scandale démocratique et il devrait être dénoncé plutôt qu'accompagné par des médias peu regardants. Et c'est un comble quand même du point de vue politique. Moi qui ai connu les négociations européennes en tant que ministre, je peux témoigner que toujours les députés européens de la plupart des pays, ils ont le premier réflexe quand un sujet arrive sur la table de défendre l'industrie de leur pays qui pourrait être touchée par une législation. Les ministres des gouvernements des 27 ont également ce réflexe et ils regardent toujours, et j'ai toujours vu même des ministres verts de pays nordiques par exemple, défendre la production des grosses voitures quand il s'agissait des Volvo en Suède. Et en France, on a l'impression que c'est l'inverse, qu'un certain nombre de politiques se glorifient de vouloir abattre l'industrie française, un fleuron français qui pourrait faire, et qui fait, je crois, la fierté de beaucoup de Français. Avec un discours complotiste sous-jacent, parce que ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne les entend pas, les salariés de Tefal. On nous explique qu'en fait, il y a eu du lobbying. Alors oui, c'est vrai, Tefal, ils y sont allés à fond dans le lobbying, ils ont carrément affrété des cars, ils ont mis leurs salariés dedans et ils sont allés manifester devant l'Assemblée nationale. Simplement, dans les esprits de beaucoup, c'est peut-être que juste parce qu'ils défendaient un produit qui est sûr. C'était pas du mensonge. Les salariés, moi, auxquels j'ai parlé à de nombreux salariés de Tefal, et notamment du syndicat, des syndicats, ils sont outrés. Ils nous disent, on veut nous enlever notre outil de travail pour un combat idéologique qui est irrationnel. Et ils ne sont pas, comme semblent le suggérer certains reportages, simplement pilotés par leur méchant patron qui les contraint à cela. Donc là, on en vient à un niveau de caricature dans le débat public qui est franchement malsain. Alors, c'est normal que les salariés se soient manifestés. Enfin, de mon point de vue, je trouve ça assez légitime de leur part, parce que les syndicats de Tefal et les salariés de Tefal doivent se dire, mais si jamais on interdit tous les PFAS et donc qu'est-ce qui va se passer ? Notre groupe va décider de délocaliser l'entreprise. On ne voit pas pourquoi ces poêles Tefal qui se vendent dans le monde entier, le groupe SEB arrêterait de les produire. Il va simplement déplacer, j'imagine, le lieu de production et sortir de la France pour échapper à cette réglementation. Et le risque, c'est une perte. Alors, on a parlé de 3000 emplois à Rumilly. En fait, c'est 1500, je crois, dans l'entreprise Tefal et 1500 emplois indirects parce qu'effectivement, à Rumilly, c'est
c'est très important pour l'activité. C'est en Savoie, hein, donc c'est dans les Haute-Savoie, je Alpes, crois. c'est pas du tout une grande région industrielle comme la chimie du Rhône. Non, c'est un groupe familial et pour le coup, ça irrigue l'économie locale d'un territoire. Alors, il y a un sujet qu'on a évoqué plusieurs fois, c'est la parole dans les médias, la parole des experts scientifiques dans les médias. Bruno Amédurie, que vous avez interrogé plusieurs fois, Laurent, il a aussi été interviewé par France 2. Alors ça, c'est une autre révélation qu'on est en mesure de vous faire, c'est que, aussi étrange que cela puisse paraître, le scientifique qui nous explique qu'il faut traiter les PFAS non pas comme un seul bloc monolithique, mais qu'il faut bien distinguer 2 familles de produits en fonction de leur masse, eh bien ce scientifique, il a été interrogé par France 2, qui a fait des sujets à charge contre tous les PFAS. Et donc on se dit, en gros, nos confrères de France Télévisions, alors ils ont dû à recevoir les mêmes informations que nous avons eues, Géraldine et moi-même, et ils auraient dû faire des sujets plus nuancés. On l'a un petit peu interrogé sur l'interview qu'il a donnée à nos confrères de France Télévisions. Il y a eu un grand sujet d'un peu plus d'1 heure dans Complément d'enquête sur France 2, il y a eu des grands articles dans Le Monde. Est-ce que ces journalistes vous ont déjà contacté? Est-ce que d'autres journalistes que moi vous ont déjà contacté sur ce sujet? Parfois, j'étais assez déçu parce que le rendu était pas trop révélateur de ce que j'avais dit. J'ai pas voulu perdre du temps aussi parce que je ne sais pas du tout. J'ai refusé à part avec vous, parce que j'ai vu vos vidéos, je trouvais que c'était très intéressant. J'ai refusé toute interview orale, sauf avec France 2 d'ailleurs. Tiens, j'ai eu France 2, mais hélas, ils n'ont pas passé ils n'ont pas passé la vidéo parce que, soi-disant, que le journal, ce jour-là, devait être réduit et je ne suis pas passé à l'antenne. Donc même quand on fait une grande émission d'enquête, comme Envoyé spécial, Complément d'enquête, finalement on n'a pas le temps de passer l'interview du scientifique qui donne un point de vue qui manifestement ne rentre pas dans la ligne de l'émission. Alors, à la décharge de nos confrères de Complément d'enquête, j'ai compris de ce que m'a dit Bruno Amédurie que ce n'est pas Complément d'enquête qu'il a interviewé, mais une équipe du journal télévisé de France 2. Et ça a été fait apparemment après la diffusion du Complément d'enquête, et ça devait passer juste avant le vote de la loi PFAS à l'Assemblée nationale. Et du coup, on peut penser que comme son propos n'allait pas dans le sens du vote de la loi, les confrères de France Télévisions ont jugé que c'était peut-être pas opportun de le diffuser. Cela dit, s'il y a une autre explication, moi je veux bien l'entendre et j'invite nos confrères à nous contacter si ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce qu'au moins les auteurs de la loi, les politiques qui ont rédigé cette loi, cette coalition qui a rédigé cette loi, des associations, Génération Future, Camille Etienne, Nicolas Thierry, le député, avec son groupe de députés écologistes à l'Assemblée nationale, au Sénat, est-ce qu'ils ont pris contact avec ces scientifiques? Est-ce qu'ils les ont entendus? Est-ce qu'ils les ont écoutés? Est-ce qu'ils les ont rencontrés? Alors, il y a plusieurs scientifiques qui sont revendiqués, et Géraldine pourra confirmer, comme étant les partenaires de la fameuse coalition qui s'est constituée autour de Nicolas Thierry. Et il y a d'ailleurs un scientifique du CNRS, Monsieur Labadie, qui est un petit peu celui qui est le plus souvent mis en avant par la coalition comme étant un expert des PFAS. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de scientifique à travailler aux côtés de la coalition. Après, on peut s'interroger sur les compétences précises, les 3 noms qui ont circulé, Géraldine. Oui, parce que, bon, ils ont entendu ce qu'on appelle les experts, par exemple une toxicologue qui est membre de Génération Future. Normalement, elle aurait dû se déclarer en situation de conflit d'intérêts. La difficulté, c'est vrai que le sujet est vraiment complexe. Et moi aussi, j'ai mis des mois à identifier, je me suis cassé les dents, je ne comprenais pas qui je devais contacter. Et puis j'ai découvert qu'en fait, notamment au CNRS, il y a des dizaines de chercheurs qui travaillent vraiment sur ces molécules. Là, on a entendu M. Amédurie, mais il y en a aussi toute une équipe à Strasbourg qui est très pointue, et notamment sur les petites, les PFAS de faible masse, donc les plus problématiques. La difficulté, c'est d'identifier. Il y a beaucoup de gens qui se proclament experts, mais qui le sont d'une partie. Par exemple, l'expert qui a été entendu à l'Assemblée nationale est spécialiste de la diffusion
de ces molécules dans l'environnement. Mais ce n'est pas un chimiste organicien, il n'est pas expert de la physique, de la chimie de ces molécules. Ça, c'est plutôt ceux qu'on a entendus, M. Améduri, dans d'autres laboratoires. Donc il faut savoir identifier les personnes vraiment pointues. Et évidemment, une toxicologue de génération future n'est pas qualifiée pour s'exprimer sur ce sujet. La confusion est un peu entretenue. Moi, je l'ai remarqué en lisant les articles, en oui, mais écoutant la radio. Oui, la confusion est entretenue entre la notion de polluant éternel, qui évidemment fait peur, parce qu'on se dit si c'est une pollution pour un jour, c'est pour toujours. Ce sont des polluants éternels. Oui, mais du Ils coup, sont là. Tout est la question de savoir si c'est dangereux ou pas, parce qu'après, il y a des composants qui sont dans la nature, qui sont toxiques pour l'être humain, mais si on n'y est pas exposé, c'est pas grave. Il y a la question aussi de savoir si c'est à la source qu'il faut tarir la source de pollution. Mais la source, c'est quoi? Est-ce que c'est l'industrie chimique? Est-ce que c'est le produit fini et l'usage qu'on en a, comme la poêle? Il y a la question de la santé et de l'environnement, parce que la dissémination dans l'environnement et la question de l'impact sur le corps humain, c'est pas la même chose. Non, mais c'est aussi pour ça qu'il faut quand même aussi souligner que les premières alertes, elles viennent pas de ces campagnes, hein, en réalité, parce que quand Génération Future découvre le sujet en 2019, ça fait déjà longtemps que les chercheurs travaillent justement à chercher des alternatives. Donc les alertes, elles étaient importantes, elles sont nécessaires, et par exemple, on peut, alors moi personnellement, en tant que femme, en plus, je me réjouis qu'ils disparaissent des cosmétiques. C'est pas un élément vital de nos vies, c'est pas indispensable. Économie, on sait faire. Enfin, il y a des alternatives possibles. Il faut faire le tri entre les différentes faces. Et même sans faire dans les cosmétiques. C'est pas vital, c'est pas comme pour la sécurité d'un avion, d'une voiture. Enfin voilà. Mais en tout cas, il est important que ce débat-là, on puisse l'avoir de façon ouverte et démocratique, libéré de nos peurs et de terreurs. Parce qu'on ne réfléchit jamais bien quand on est guidé par l'émotion et des peurs infondées qu'on ne comprend pas. Alors, effectivement, je ne pouvais pas ne pas poser la question à Bruno Améduri. Est-ce que Nicolas Thierry vous a contacté pour préparer sa loi anti-PFAS? Alors, Nicolas Thierry ne m'a pas consulté, mais moi, je lui ai envoyé un mail en lui expliquant quand même que les matériaux fluorés, il ne fallait pas les oublier. Et c'est tout un secteur économique aussi qui peut être touché si on supprime ces matériaux-là. Donc, je pense que Nicolas Thierry a été beaucoup aidé par les NGO aussi. Je ne sais pas s'il a été aidé par des scientifiques, parce que nous avons bien sûr nos mots à dire, et hélas, on n'est pas assez consulté pour ces faits-là. Il y a Pierre Labadie. À Bordeaux. Est-ce que M. Labadie, par exemple, qui a l'air d'être leur personne référente, est quelqu'un qui fait autorité sur les PFAS, parce que lui, il a l'air de ne pas du tout partager votre point de vue? Il est plutôt axé sur études toxicologiques des PFAS, mais hélas des faibles masses. Et effectivement, il a autorité, mais encore une fois sur les faibles masses. On a un peu bouclé la boucle sur les scientifiques, sur la parole des scientifiques sur cette question des PFAS. L'heure est un peu à la conclusion de cette émission. Après cette enquête, Laurent, menée à l'Assemblée nationale et au-delà, Géraldine Wessner pour Le Point à plusieurs reprises. Quelle conclusion on peut tirer? C'est un peu un cas d'école, cette loi PFAS. Je me souviens, il y a quelques années, c'était Jean-François Copé, je crois, qui avait écrit ça dans un livre quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Ils étaient du même parti, hein, mais il avait dit il y a une dérive médiatique et politique, il y a un fait divers pendant le week-end, le gouvernement annonce une loi le lundi, elle passe en Conseil des ministres le mercredi et elle est à l'Assemblée nationale le jeudi. Bon, c'était évidemment une caricature, mais pour alerter sur le fait que si on agit sous la pression de campagnes médiatiques, d'une peur qui tout d'un coup surgit dans le débat, surgit dans les consciences, on risque de faire un mauvais travail législatif. Est-ce que là, finalement, on n'est pas dans cette situation sur un sujet où on a mélangé des vrais problèmes, des vrais risques, avec des molécules qui sont bien identifiées comme présentant des risques, celles qui sont très petites, et d'autres molécules, certes de la même famille, mais qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, et qui, elles, non seulement
effectivement présente des avantages pour tout un tas de secteurs et des usages du quotidien, mais qui ne présente surtout pas de risque pour la santé humaine. On est dans un cas d'école, en fait, c'est toujours le même schéma. Vous avez un organisme militant qui va lancer une alerte avec un affolement général, va trouver un politique un peu complice pour porter un texte, puis va se monter une coalition pour faire une pression maximale de l'opinion publique sur les parlementaires. On a manipulé l'opinion publique pour cela, pour arracher, pour imposer finalement une décision de loi. Je pense que c'est dramatique pour la démocratie et ça l'est d'autant plus quand des médias, comme on le voit dans ce cas d'école, y participent. On ne peut pas instrumentaliser la science de cette manière. Il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur les scientifiques qu'on a entendus. Ils sont experts dans leur domaine, mais voilà, ce sont des domaines restreints. On ne peut pas les instrumentaliser de cette façon-là. En démocratie, on ne le tolère pas en général. Et il faut que le débat public reprenne ses droits. Moi, j'ai aucun problème si demain, il y a un vrai débat national basé sur les faits scientifiques et que la représentation nationale décide d'interdire ces molécules partout. Je n'aurais pas de problème avec ça si le débat, encore une fois, n'est pas biaisé, instrumentalisé et basé, comme on l'a entendu, sur des choses fausses qui ne sont pas vraies, qui sont des fausses informations. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le faible niveau de connaissance et de compétence sur ce sujet de la part des députés qui ont voté cette loi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cherché à avoir justement ces données scientifiques. Même si ce n'est pas toujours facile d'accès, mais un député, je l'ai été pendant longtemps, il ne va pas contacter tous les scientifiques, mais enfin il peut faire une petite recherche sur Internet, voir s'il y a des articles, voir s'il y a plusieurs points de vue, et le cas échéant, appeler des laboratoires scientifiques qui sont cités dans des articles et qui permettent ensuite de se faire une idée beaucoup plus précise. Sans doute qu'on peut leur reprocher de ne pas travailler assez, mais je ne voudrais pas tomber dans un espèce de populisme anti-parlementaire. Je ne pense pas que ce soit un manque de travail, je pense que c'est surtout le fait de céder à des peurs et de se dire presque je vais les nourrir. Il y a un député, y compris c'est un député de droite, qui dit dans le premier reportage à l'Assemblée nationale « Moi, j'ai des gens dans ma circonscription, ils me disent qu'ils ont peur de toutes ces questions environnementales. » Ils mélangent un peu tout d'ailleurs. C'est la pression d'une opinion manipulée. Voilà, on a une réponse, c'est une loi. Bon, on sait que ça ne va pas tout régler, on sait qu'on mélange un peu tout, mais on a une réponse à travers une loi. J'entends, mais alors je ne suis pas député, mais si j'étais député, j'aimerais pas voter une loi uniquement sur la circulation de rumeurs ou d'informations dont je n'ai pas vérifié moi-même, peut-être parce que je suis enquêteur dans le journalisme depuis 30 ans, mais j'aimerais pas me baser sur les opinions qui circulent pour mettre mon vote à l'Assemblée nationale. Ça me gênerait. Et je pense que effectivement, il y a un problème d'information des députés. Après, il y a d'autres problèmes, c'est qu'il y a beaucoup trop de passion et d'émotion dans ce débat. On le voit bien avec les vidéos de Camille Etienne et le discours d'Europe Écologie Les Verts. C'est l'affaire du siècle presque, c'est quelque chose d'énormissime, toutes les maladies sachant qu'il y aura une autre affaire du siècle dans 5 ans, puis encore une autre après, et il y en a eu une autre avant. Donc ça, malheureusement, honnêtement, ça n'a plus beaucoup de poids. On devrait pouvoir en discuter sereinement. Ça ne devrait pas faire l'objet d'un débat aussi passionné. Je vois les réactions sur notre site internet, François. Je crois que sur la vidéo précédente, on a eu plus de 280 commentaires. Moi, ça m'a paru énorme, avec des gens qui ne comprenaient pas nos doutes sur qu'on puisse avoir des doutes sur les arguments prétendus scientifiques de la coalition. Donc il y a beaucoup trop de passion, beaucoup trop d'animosité. Ça montre aussi un nombrilisme quand même assez sidérant, parce que avoir ce discours nuancé vous vaut, comme vous le dites, mais d'être voué aux gémonies, accusé de complicité, mais on est à la limite de complicité d'empoisonnement. Jamais aucune de ces personnes ne se pose la question de savoir, mais la France serait le seul pays au monde à avoir tout compris, quand la planète entière est soumise à ces lois. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, on voit qu'on a basculé dans une espèce de complotisme mainstream
qui, je pense, nourrit les extrêmes politiques. C'est dangereux. Il est temps que les gens raisonnables et que les politiques se réveillent. On parle beaucoup de lanceurs d'alerte dans les médias. On présente souvent des gens d'ailleurs comme des lanceurs d'alerte. Mais finalement, est-ce que c'est pas plus des marchands de peur auxquels on a affaire? Et c'est un fonds de commerce pour des associations qui sont, ne l'oublions pas aussi, en concurrence avec d'autres. Il faut sans cesse trouver un nouveau sujet plus excessif, plus caricatural, plus simpliste. Et du point de vue politique également. Alors, effectivement, il y a un autre enjeu, c'est l'espèce de facilité déconcertante à laquelle passe une information des ONG aux grands médias. C'est-à-dire que ça circule d'une fluidité étonnante. Et moi, je pense qu'il y a des enquêtes qui sont menées dans une direction, sur un angle, mais on n'enquête pas du tout sur la parole des lanceurs d'alerte écologistes. Et je pense que ça, il va y avoir une réflexion, j'imagine, un jour ou l'autre dans la profession. À poursuivre, Laurent, post-scriptum, on a envie de dire presque, ou appel pour une prochaine émission, on a tenté de faire réagir à la fois Camille Etienne et Nicolas Thierry à toutes ces informations recueillies, à ce témoignage très très riche de Bruno Améduri du CNRS. Qu'ont-ils répondu? S'ils ont répondu. J'aurais bien aimé qu'ils viennent avec nous pour en débattre sur ce plateau aujourd'hui. Je les ai donc sollicités par téléphone, par écrit, et plus d'une semaine après, je n'ai pas eu de réponse. On verra si Camille Etienne et Nicolas Thierry nous répondent enfin, puisque nos appels sont restés sans réponse. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de « Et si l'économie sauvait l'écologie ?» En attendant, vous pouvez retrouver Géraldine Wössner chaque semaine dans Le Point et même presque tous les jours sur Internet. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, elle est très active. Vous pouvez la lire aussi dans ce livre « Les illusionnistes » écrit avec Erwan Seznek et édité aux éditions Robert Laffont. On se retrouve très bientôt. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, et aussi commenter. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à nous envoyer des messages, à nous suggérer aussi des sujets de reportage. À très bientôt.